Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire à distance. La dernière fois, nous avions introduit la séquence puisque je vous avais demandé de regarder une vidéo des dessous des cartes qui explique les raisons et les causes de la Première Guerre mondiale et puis d'écrire un petit résumé, une petite prise de notes de tous ces éléments. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment débute réellement cette Première Guerre mondiale. Donc, on note notre titre, la Première Guerre mondiale et la fin des empires européens, que normalement vous avez déjà noté. Si c'est pas fait, donc on le note. Et puis on note notre problématique, comment l'Europe est-elle transformée par la Première Guerre mondiale. Alors pour démarrer, et pour reprendre un petit peu ce qui avait été dit la dernière fois dans la vidéo, on note qu'à la fin du 19e siècle, les Allemands se sont alliés à l'Autriche-Hongrie et à l'Italie pour former ce qu'on appelle la Triple Alliance, donc en vert là sur la carte, et face à celle-ci, la France est isolée, et donc pour sortir de cet isolement, elle s'approche de la Russie, et ensuite en 1904 du Royaume-Uni, et ça forme la Triple Entente. Donc on a deux alliances de trois pays, triple alliance d'un côté, triple entente de l'autre côté. Donc là, vous avez la triple alliance en vert, la triple entente en jaune. Et puis sur cette carte, on vous met aussi des pays qui vont rejoindre les deux alliances plus tard, pendant la guerre, en couleur plus claire, vert clair et jaune clair. Alors ça, cette triple alliance et cette triple entente, ça a des répercussions mondiales tout de suite, puisque vous le voyez sur cette carte, ce sont non pas seulement des pays, mais aussi des empires coloniaux, on l'avait vu pour la France. Donc ce qui fait que chaque pays entre dans l'alliance avec son empire colonial, notamment pour la France, l'Angleterre et pour l'Allemagne. Vous le voyez là sur la carte, on a donc les pays de la triple alliance qui sont en gris et les pays de la triple entente qui sont en orange avec donc leurs colonies. Donc là vous voyez déjà que ça concerne une bonne partie du monde. Puisque je vous remets ici la carte des empires coloniaux, vous voyez que la France en bleu, par exemple, a de vastes possessions coloniales, que c'est pareil pour l'Angleterre en espèce de vert brun, là, puisque l'Angleterre a encore une bonne partie de l'Afrique, l'Inde, le Canada, etc. Voilà. Et puis l'Italie qui a la Libye, l'Allemagne qui a des territoires en Afrique, etc., etc. Alors, on note aussi qu'en 1905, en 1911, il y a des crises diplomatiques au sujet de la colonisation du Maroc, justement, qui amènent la France et l'Allemagne au bord de l'affrontement armé. Mais chaque fois, la paix est sauvegardée par la diplomatie. Mais il faut retenir que l'ambiance reste tendue, puisqu'on a de nombreuses rivalités économiques et géopolitiques, comme vous l'avez montré la vidéo la dernière fois. Et ça va éclater déjà une première fois dans les guerres balkaniques entre 1912 et 1913. Ce sont des guerres qui se déroulent donc dans les Balkans, au sud de l'Europe, et qui sont un petit peu un prélude à cette Première Guerre mondiale, où vont s'affronter ensuite directement les pays. Alors tout ça va se déclencher pour de bon, entre guillemets, le 28 juin 1914, puisque l'héritier de l'Empire austro-hongrois, donc dans la Triple Alliance, se fait assassiner par un groupe de nationalistes serbes, donc dans ces Balkans, quelqu'un qui voulait l'indépendance de la Serbie par rapport à l'Empire, et cette mort va plonger l'Europe dans une crise diplomatique, et chaque alliance, tout le jeu des alliances vont entraîner des déclarations de guerre entre des pays qui sont a priori pas concernés par ça, mais qui sont alliés. Alors on note le grand A, un conflit mondial et industriel. Petit a, une guerre d'empire. On va reparler de ces notions d'empire et notamment d'empires coloniaux. Donc que se passe-t-il concrètement? Au mois d'août 14, les Allemands envahissent la Belgique. La Belgique, elle était neutre, mais c'est le plan allemand qui permet d'attaquer la France. En fait, on va, au lieu de passer par directement la frontière entre l'Allemagne et la France, qui est bien protégée, eh bien on va passer par la Belgique, qui est neutre. Cette percée, elle s'accompagne de grandes violences envers les populations locales avec des réfugiés qui s'en vont. Notamment, on a une politique de viol de guerre par les Allemands envers les femmes belges qui sont sur place. Donc au début, ce conflit, c'est donc une guerre de mouvement. On se déplace rapidement. Le but des Allemands, c'est d'envahir, d'atteindre Paris en passant par la Belgique. Donc les Allemands vont arrêter l'armée russe à la bataille de Tannenberg, de l'autre côté, et alors qu'ils arrivent côté français à quelques kilomètres de Paris, la contre-attaque des Français à la bataille de la Marne arrête le front et stabilise l'armée. Et là, on passe dans une deuxième phase qui va être la plus longue, puisqu'elle démarre dès septembre 14, c'est la guerre de position. Donc la guerre de position, au lieu de faire des batailles à terrain découvert en avançant le plus vite possible, on va s'enterrer dans des tranchées, et le but c'est de défendre le terrain, chaque camp défend son terrain, et du coup on va avancer beaucoup moins vite, et on va défendre chaque petit centimètre de terrain.
Alors voici une petite carte des fronts. Donc vous avez côté ouest, vous voyez la poussée allemande à travers la Belgique, dont le but est d'atteindre Paris. Et puis vous voyez en violet le front qui s'installe à quelques kilomètres de Paris. Et c'est là que vont avoir lieu l'essentiel des batailles que vous avez sous forme d'étoiles rouges. Du côté du front Est, vous voyez l'offensive russe qui débute la guerre, la bataille de Tannenberg avec une étoile, et puis la contre-offensive allemande ensuite qui va repousser le front petit à petit. Et vous voyez que ce front, il avance très lentement puisque le front que vous voyez en violet, il correspond au front à la fin de l'année 1917, et vous voyez par rapport à la bataille de la Marne qui a lieu en 1914 que ça a quasiment pas bougé. On est au même endroit. Alors ce conflit, petit 2, il amène une mobilisation mondiale. Les États vont procéder à une mobilisation générale, c'est-à-dire que tous les hommes qui sont en état et en âge de combattre sont amenés à rejoindre leur régiment, et ils le font d'autant plus facilement qu'ils sont souvent convaincus que la guerre va être courte. Et puis, vous vous souvenez, on avait dit que la Troisième République, et c'est le cas partout en Europe, mettait en avant le patriotisme, la défense de la patrie, aussi la volonté de récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues avec la guerre de 70. Alors cette mobilisation, elle va se mondialiser, puisque à l'automne 14, l'Empire ottoman entre en guerre à côté de la Triple Alliance, et du coup, pour soulager les Russes qui sont en train d'être pris un peu à revers par cet Empire ottoman, eh bien les Anglais et les Français vont intervenir dans le détroit des Dardanelles, donc à proximité d'Istanbul, et même si ça c'est un échec, eh bien ces armées d'Orient, elles vont rester actives, notamment dans les possessions arabes des Ottomans. Donc l'Entente n'a pas les moyens d'emmener vraiment une armée du côté des Ottomans, mais ils envoient un militaire qui s'appelle Thomas Lawrence, et Lawrence, qu'on appelle aussi Laurence d'Arabie, dans les films, etc. Laurence d'Arabie, il va soutenir les tribus arabes pour se soulever et avoir des volontés nationalistes contre les Turcs, contre l'Empire ottoman. C'est comme ça, notamment, que va être créée ensuite l'Arabie saoudite, puisque le Saoud est un général arabe qui est poussé à se rebeller contre l'Empire ottoman par Lawrence. Il faut aussi noter qu'en 1914, l'Allemagne elle possède des colonies, on l'avait dit, principalement en Afrique, un peu en Océanie aussi, et donc les Français et les Britanniques vont attaquer ces possessions allemandes grâce à leurs colonies qui sont voisines. Les colonies, elles vont pas être seulement un endroit où on combat, elles vont être aussi un endroit d'où on tire des troupes. Les Français recrutent des troupes dans la totalité de leurs colonies françaises. Les Français recrutent des troupes dans la totalité de leurs colonies africaines ou asiatiques. La majorité, elle vient du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Et ces troupes coloniales, elles interviennent sur la plupart des fronts où combat l'armée française. C'est parfois très difficile pour eux, un changement de climat très brutal. Alors là, je vous remets la carte avec les empires coloniaux britanniques et français, et vous voyez avec des carrés la totalité des mobilisations dans ces zones-là. Et donc à chaque fois, vous avez un carré, vert pour les Anglais et bleu pour les Français, qui vous montre le nombre d'appelés à la guerre, le nombre de conscrits, un petit carré rouge qui vous montre le nombre de morts, et puis lorsque vous avez un point rouge également, vous voyez qu'il y en a notamment dans les colonies françaises d'Afrique, eh bien c'est qu'il y a eu des révoltes, des rébellions contre cette mobilisation de la part des populations locales. Les Français recrutent des troupes, on l'a dit, mais les Britanniques aussi. Elles font venir des troupes d'Inde, d'Afrique du Sud, des Canadiens, des Australiens et des Néo-Zélandais sont aussi mobilisés en masse. Donc, il y en a plus d'1 million qui sont envoyés sur différents fronts. Et ça, c'est un moment où ces colonies vont se construire comme entité politique à part entière et vont commencer à réclamer des droits. Puisqu'on leur demande d'aller se battre pour une nation, et bien dans ce cas-là, eux vont demander d'avoir en échange la nationalité ou alors des droits à part entière. La France, elle fait venir des combattants, mais elle fait aussi venir de la main-d'œuvre, notamment de Chine et d'Indochine. Alors si ça vous intéresse, je vous mets en description et puis ici un lien vers une vidéo qui vous parle de l'histoire des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi elle fait venir des travailleurs ? Parce que, petit 3, c'est une guerre totale. On va avoir besoin de tout le monde pour faire tout. Donc ça, on va le faire sous la forme d'un petit schéma pour que vous ayez moins à écrire. Alors d'abord, dans cette guerre totale, le premier des 5 éléments qu'on va mettre, c'est que c'est une société mobilisée. Une société mobilisée parce que d'abord, ceux qui ne sont pas mobilisés à la guerre vont l'être pour autre chose, ils vont l'être pour travailler à l'usine. D'accord ? Donc tous les hommes qui ne sont pas mobilisés pour la guerre sont envoyés à l'usine, notamment c'est le cas des populations colonisées de Chine ou d'Indochine. Et puis les enfants, par exemple, qui évidemment ne sont pas mobilisés, eh bien ils subissent une propagande très importante pour qu'ils adhèrent à cette guerre idéologiquement et puis pour qu'ils aident leurs parents à adhérer idéologiquement à cette guerre.
Cette société mobilisée, c'est aussi des femmes qui vont être mobilisées. Alors d'abord, au front. Alors au front, là je mets au pluriel parce que d'abord c'est pour de bon au front de guerre, d'abord pour soigner les soldats avec les infirmières qui se mobilisent, pour résister et se battre en Belgique notamment et dans les territoires occupés. Mais les femmes, ça va être aussi des civils, ça va être des victimes civiles. Elles sont très visées par les viols de guerre qui sont menés par les soldats des différentes factions. On a parlé notamment des viols en territoire occupé par les Allemands en France et en Belgique, mais c'est très très fort dans les zones coloniales notamment. Et puis, ces femmes, elles vont prendre en charge le travail du mari parti à la guerre. Quand on est paysan, on ne peut pas forcément se permettre de laisser les champs tout seuls, donc c'est les femmes qui vont s'en occuper. Et puis, il va quand même falloir produire énormément de matériel pour la guerre, que ce soit des munitions, des armes, mais aussi à manger, etc. Donc ça, ce sont les femmes qui vont aller travailler à l'usine pour fournir ça. Ça veut dire que c'est aussi une guerre économique, puisque les armées, elles vont avoir des besoins très importants. Et donc, l'État va faire des emprunts nationaux aux civils, c'est-à-dire que l'État a besoin d'argent, et pour avoir de l'argent, il va dire aux civils, prêtez-moi de l'argent, prêtez de l'argent à l'État, et on vous remboursera plus tard, mais pour le moment, ça va permettre de vous défendre, de faire la guerre. On va aussi transformer des industries complètement. Citroën est utilisé pour construire des obus, Renault pour construire des chars, etc. Ça se fait dans un esprit de dirigisme économique, c'est-à-dire que l'État va diriger l'économie. C'est aussi une guerre technique et technologique, et là la compétition est très forte. D'abord parce qu'on va faire des progrès médicaux. Il faut soigner de très nombreux blessés qui sont blessés par des armes nouvelles, notamment par des gaz corrosifs, mais aussi par des éclats d'obus. Donc on va faire des progrès en radiologie, en prothèse, en chirurgie, etc. On a aussi une forte mécanisation à la fois du travail, mais aussi l'utilisation plus grande de voitures, de camions, de chars d'assaut, d'avions aussi, c'est la première fois qu'on les utilise dans une guerre. Et puis on cherche de nouvelles armes, du gaz notamment, c'est la première fois qu'on utilise des armes de gaz, le gaz moutarde notamment, donc qui est du gaz qui est extrêmement irritant et qui abîme les poumons jusqu'à faire mourir, mais aussi des obus pour les rendre plus performants et qu'ils éclatent mieux, etc. Alors de tout ça, quel en est le bilan? On en parlera plus profondément ensuite, mais on a des avancées sociales. Ces avancées sociales, elles existent, mais elles sont mitigées. Alors, la première, c'est l'émancipation des femmes, puisque les femmes, elles sont au front, on l'a dit. Les femmes, elles travaillent, elles montrent leur utilité très importante dans la guerre, et donc elles vont réclamer de plus en plus de droits, et ça se traduit dans certains pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche, par le droit de vote à la fin de la guerre, qui est accordé à ces femmes qui se sont mobilisées énormément, soit qui se sont battues, soit qui ont travaillé et qui ont montré qu'elles pouvaient avoir une utilité égale à celle des hommes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine fois pour la suite. À bientôt.